Bienvenue dans votre espace d'échange, la voix de l'environnement, face à Raoul. Face à Raoul, ce jour, Monsieur Joseph Tsika. Il est le directeur général du cabinet 2E, CM2E. Je pense que c'est bien prononcé, Monsieur Tsika. Exactement, c'est l'abréviation de cabinet, management et études environnementales, CM2E. D'accord, mais c'est quoi justement les études environnementales? Bon, d'abord, il faut dire que les études d'impact environnementales et sociales font l'objet d'une obligation légale et qu'il n'y a aucun projet de grande envergure qui peut s'installer au Congo s'il n'y a pas d'études d'impact. Pour la plus simple raison que les grands projets et même les petits projets, selon leur nature, provoquent des impacts sur le milieu physique, biophysique et sur le milieu humain. Alors les études d'impact consistent tout simplement, après avoir étudié le milieu, eh bien c'est analyser, évaluer ces impacts et y apporter des mesures correctives, on reviendra. Mais je vais insister, on ne le dira jamais assez, qu'en matière de protection de l'environnement, on remonte à la Constitution congolaise. Dans la Constitution congolaise, qui est le texte fondamental, il est précisé que tout citoyen congolais a droit à un environnement sain et a l'obligation de le protéger. Donc, cela veut dire que tous les Congolais, là où ils sont, ils doivent vivre dans un environnement qui n'est pas pollué, par exemple. Et que tout Congolais doit également mener des actions pour protéger cet environnement. Et lorsqu'on quitte ce texte fondamental, il y a une loi, 003, qui protège également l'environnement. De cette loi, il a été dégagé un décret, le décret 2009-415, qui lui donc donne des dispositions pour mener les études d'impact. Bon, alors vous allez me dire, finalement, une étude d'impact, c'est quoi? C'est cela. Effectivement. Alors, je vais vous donner la procédure. Nous, en tant que bureau d'études, nous n'inventons rien. Nous suivons les procédures telles que dictées par le décret que je viens de citer. La première chose à faire, lorsqu'on est contacté par un client, c'est d'abord de faire une visite technique du site. Pourquoi une visite technique? Pour s'assurer d'abord de l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a aux alentours? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des espèces protégées? Est-ce qu'il y a des populations dans les environs qui peuvent être impactées? Avant de faire une proposition technique et financière au client, cette visite technique est obligatoire. Et pour l'effectuer, nous devons être accompagnés par la direction départementale en charge de l'environnement. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a fait cette visite technique et qu'on connaît l'ampleur du projet, à ce moment, on peut proposer au client la démarche à suivre et le coût qui en découle. Alors, la première chose à faire, bien, c'est d'abord mener des enquêtes publiques. C'est-à-dire tout simplement aller vers les populations qui sont directement impactées par le projet pour leur expliquer les enjeux du projet, après avoir rappelé le cadre juridique, parce qu'il faut qu'ils sachent pourquoi il y a l'étude d'impact, donc on rappelle le cadre juridique, et après on décrit de manière sommaire le projet, et de cette description sommaire découlent les impacts potentiels. On leur explique ce projet qui arrive peut avoir comme impact ceci ou cela sur les trois milieux. Milieu physique, milieu biologique et milieu humain. Et tout ça, ça se passe au cours des réunions. C'est-à-dire tous les villages qui sont impactés, toutes les localités impactées, doivent être informés au préalable. Il est dit que cette enquête publique commence d'abord par les autorités au niveau central. Si ici on est à Brazzaville, eh bien, il faut que la direction départementale de l'environnement soit à cette réunion. Et ces réunions se passent toujours à la préfecture du département concerné. Et au cours de cette réunion,
au niveau de la préfecture, vous avez les directeurs départementaux qui sont concernés. Bon, en fonction de la nature du projet, il faut par exemple qu'il y ait le DD des hydrocarbures si ça porte sur les hydrocarbures ou les stations-service. Le travail doit être concerné. Il y a également, dans l'environnement, bien sûr, puisque c'est son domaine, ça va de soi, mais il y a la santé qui doit être là. Il y a culture et art également qui sont là. Il y a la sécurité civile qui doit être représentée, etc., en fonction donc du projet. Et donc, lorsqu'on a fini au niveau de la préfecture, à ce moment-là, nous allons sur le terrain pour mener les mêmes enquêtes auprès des populations. Et l'enquête publique vise, en dehors de l'information que nous allons donner au public, donc aux futurs partenaires, nous insistons énormément sur le fait que toutes les questions, toutes les préoccupations qui ressortent de ces réunions doivent être notées, mais alors mot pour mot, de telle sorte que ce soit transcrit dans un rapport. Il y a les annexes, quand on fait les réunions d'enquête publique, où la question que vous posez, vous avez automatiquement la réponse. Alors ça sert à quoi? Ça nous permet de cadrer déjà l'étude elle-même. Parce que s'il y a une préoccupation qui est soulevée au cours des réunions, il faudrait bien qu'au cours de l'étude, nous puissions y apporter des réponses. Et donc, quand on a bouclé les enquêtes publiques, on peut rédiger les termes de référence, et ces termes de référence sont déposés à la Direction générale de l'environnement pour validation. Sur un plan beaucoup plus pratique, est-ce à dire que les études d'impact sont dévolues juste aux entreprises en termes d'examen, d'évaluation du contexte environnemental avant implémentation? Ah non. Il n'y a pas que les entreprises. La municipalité de Brazzaville peut avoir un grand projet. Eh bien, la municipalité doit mener une étude d'impact, on l'a vu là, pour la gestion des déchets, où il fallait mettre en place un centre de transit, un centre de gestion de ces déchets. Eh bien, il a fallu mener une étude d'impact, mais de connivence avec la mairie. Même si c'est l'État lui-même, l'État aussi a l'obligation de mener une étude d'impact dans le cadre des grands projets. Donc tout ce qui est, la loi est claire, tout ce qui est projet de grande envergure susceptible de dégager des impacts doit faire l'objet d'une étude d'impact au préalable avant qu'elle démarre les travaux. À quoi aboutit justement les résultats réels de ces études? Alors j'en viens, la première étape que je vous ai expliquée, c'est celle d'abord de la phase de la présentation des termes de référence. On a élaboré les termes de référence. Et pourquoi? Parce qu'il se peut que lorsque nous, on fait le plan, parce que les termes de référence indiquent le plan de notre étude, la Direction générale de l'environnement peut estimer que vous avez oublié tel partenaire ou tel autre, ou vous avez oublié tel aspect, ça nous revient, on prend en compte ces amendements et puis c'est validé. Alors une fois que ces termes de référence sont validés, à ce moment-là, on démarre l'étude d'impact. Elle commence d'abord tout ce qui est hydrologie, c'est-à-dire tout ce qui est eau, etc. Le milieu biologique, c'est pour les espèces, les animaux, les serpents, ainsi de suite. Le milieu humain, c'est nous les hommes et notre habitat. Alors donc, on mène donc des études techniques pour connaître exactement quelle est la nature de l'environnement dans lequel va s'installer ce projet. On approfondit l'aspect humain en menant une étude socio-économique. Parce qu'il est évident qu'un projet qui s'installe quelque part, il faut connaître les habitudes de ces populations. Quel est leur niveau de vie? Quel est leur pouvoir d'achat? Quelle est leur ethnologie? Parce que je vous prends un exemple, si vous ne maîtrisez pas l'ethnologie, de là où vous allez vous installer, il y aura nécessairement des risques de conflits sociaux. Parce que vous allez rentrer, par exemple, dans une forêt qui est interdite, et puis le projet peut capoter, passez-moi le terme, mais parce que vous avez profané un site sacré, par exemple. Et c'est pour ça
on fait d'abord une étude vraiment de terrain globale pour s'assurer de l'existant. Et quand nous sortons donc à ce moment-là du terrain, il faut mettre tout ça en musique. Quels sont justement les risques qui sont évalués en termes d'impact réel autour d'une implantation, je prendrai de façon la plus banale, d'une entreprise d'exploitation minière, par exemple? Bon, d'abord, au niveau où nous sommes là, puisque c'est l'étude d'impact, on ne peut pas encore parler d'impact réel. On ne parlera d'impact réel que lorsque le projet aura été mis en œuvre et qu'on ressent maintenant ces impacts, c'est là où on parle d'impact réel. Et s'il faut faire une étude à ce niveau-là, ça devient un audit. On fait un audit environnemental et social pour voir quels sont les impacts réels générés par l'entreprise, le projet qui travaille déjà. Alors pour revenir à votre question, quels sont les impacts potentiels? Pour l'instant, parlons de potentiel. Par exemple, d'un projet minier. Le premier impact, c'est que pour que la mine puisse s'installer, il faut dévégétaliser. C'est-à-dire qu'il faut enlever tout ce qui est herbe, tout ce qui est arbre au-dessus. Il faut enlever de la terre pour accéder à la mine. Alors, le premier impact, c'est la perte de l'habitat. Parce que s'il y a perte de l'habitat, on a tout dévégétalisé, il y aura un impact sur les espèces, sur les animaux. Parce que les animaux ont leur boulevard aussi, ils ont leur route. Et dès que vous fractionnez leur habitat, eh bien, ça modifie leur comportement. Ça, c'est un impact. Il est évident que pendant que vous êtes en train de dévégétaliser, vous utilisez quoi? Des machines, des bulldozers, etc. Eh bien, ça provoque du bruit, un impact sur le bruit. Donc, l'ambiance sonore est perturbée pour les populations qui sont à côté. Mais ces machines également que vous utilisez, mais il peut y avoir des fuites d'huile. S'il y a des fuites d'huile, fuites d'hydrocarbures, l'impact immédiat, c'est la pollution du sol. Parce que ces huiles vont fuir, s'infiltrer dans les sols, atteindre la nappe phréatique, et donc là aussi, un impact potentiel, c'est la contamination de l'eau. Mais pendant que vous êtes en train de dévégétaliser, vous êtes en train de creuser, il est évident qu'il y a des cailloux, de la terre, etc. Si on avale, il y a une source d'eau, il y aura accumulation de tous ces déchets au niveau des rivières. Et là, évidemment, ça va aussi impacter les poissons qui sont dans la rivière. Mais l'exploitation minière en elle-même, en dehors du fait qu'il y a des gros impacts sur le milieu physique et biologique, il y a aussi des impacts positifs. C'est le négatif dont on a parlé. L'impact positif parce que ça va augmenter des redevances minières pour l'État. Donc c'est des recettes supplémentaires pour le trésor public. Mais il y aura nécessairement un impact sur les hommes parce qu'il y aura des salariés qui vont travailler. Mais aussi il y a des sous-traitants qui vont pouvoir avoir des marchés. Et cela, c'est un impact positif parce que ça va augmenter les revenus dans la zone où la structure travaille et augmenter la circulation monétaire dans la zone. Et au finish, il y aura une augmentation du pouvoir d'achat des populations dans la zone. Mais il n'y a pas que les salariés qui vont en bénéficier. Si vous faites attention, lorsqu'il y a un grand chantier qui s'installe quelque part, vous avez des mamans qui installent aussi des petits restaurants. Ils installent des petits restaurants pour, bien sûr, alimenter ceux qui travaillent. Alors là aussi, il y a un impact positif sur le secteur informel où il y aura une demande qui va s'exercer. Qui dit demande, va dire un gain des revenus supplémentaires pour
ces acteurs du secteur informel. Bon, c'est pas, vraiment, on peut s'étaler là-dessus, mais il nous faut une journée. D'accord. Cela me permet de rebondir sur un aspect de votre intervention tout à l'heure. Vous avez parlé des audits environnementaux. À quel moment est-ce qu'elles interviennent? Alors, lorsque un projet bénéficie du certificat de conformité environnementale qui est délivré par le ministre en charge de l'environnement, c'est-à-dire qu'au terme donc, de l'étude d'impact, une fois que vous l'avez déposé, et encore là, on a même sauté une étape, lorsqu'on a terminé le premier draft, on doit repartir consulter les mêmes populations, les autorités, pour dire voilà les conclusions auxquelles on aboutit pour l'élaboration de cette étude. Donc, je referme la parenthèse. Vous êtes en train de dire Les audits. Oui, à quel moment Alors, dans le certificat de conformité, normalement, on exige de la part du projet de faire des évaluations environnementales et sociales. Généralement, et dans le certificat, on peut demander, imposer à l'entreprise de faire un audit tous les 3 ans. Mais l'audit peut venir, la demande d'audit peut venir des autorités en charge de l'environnement. S'ils estiment que ce projet produit tellement des impacts négatifs et que ceux-ci ne sont pas compensés par des mesures, bien, la Direction générale de l'environnement peut exiger la réalisation d'un audit pour savoir quels sont les impacts réels, pourquoi est-ce que l'entreprise n'a pas mis en œuvre le plan de gestion environnementale qui a été rédigé dans l'étude d'impact. Parce que là-dedans, toutes les mesures y sont, mais également les mesures de suivi et d'évaluation. À ce moment-là, on estime que le projet n'a pas respecté le plan de gestion environnementale et sociale qui a été proposé par le bureau d'études et que les dégâts environnementaux sont tels, on exige à ce moment-là la réalisation d'un audit pour comprendre pourquoi cette situation, pourquoi vous n'avez pas mis en œuvre le plan de gestion environnementale et sociale, pourquoi. Bon, cela me permet de rebondir sur un des aspects de choses. Alors, qu'arrive-t-il pour une entreprise, naturellement, qui se serait implantée sans tenir compte de des études d'impact? Eh bien, s'il y a un projet qui s'installe sans étude d'impact, la première chose, c'est que il y a d'abord l'aspect répressif, la répression. Il s'expose tout simplement à des sanctions financières. Et à ce moment-là, on peut même suspendre l'autorisation d'ouverture si jamais ils l'ont eu sans étude d'impact. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse prise de conscience lorsque nous essayons de discuter avec les promoteurs de projets sur l'importance et l'urgence d'ailleurs qu'ils ressentent de mener une étude d'impact de ce point de vue-là. Mais nous avons eu à observer déjà, dans le cas pratique du fonctionnement des entreprises, ce qu'on peut appeler le non-respect des normes justement environnementales en rapport avec certaines pratiques qui vont en défaveur avec l'intégrité des populations et également des impacts réels sur l'environnement, bien que ces entreprises aient au préalable déjà réalisé des études. Mais comment est-ce qu'on encadre ce type Bon, notre petite expérience nous a permis d'enregistrer plusieurs cas de ce type, où nous avons réalisé une étude d'impact, le plan de gestion environnementale et sociale établi, les mesures correctives bien précisées, mais sur le terrain, ces entreprises n'avaient pas respecté le plan de gestion environnementale et sociale. Alors, on a assisté à quoi?
on a assisté à des gros impacts qui ont remis en cause la protection de l'environnement, mais qui ont remis en cause la qualité de l'eau pour les populations riveraines, et ensuite une production massive de déchets, et puis la non prise en compte du cahier de charge. Parce que lorsque nous faisons une étude d'impact, il est toujours prévu que les communautés puissent bénéficier de la présence d'un grand projet dans leur localité. Et dans ce cas de figure, ils n'avaient pas pris en compte tout simplement ce cahier de charge. Le résultat, c'est que le ministère en charge de l'environnement a tapé du poing sur la table et a arrêté le projet. Tant qu'un audit n'était pas réalisé, tant que le milieu qu'ils ont bouleversé n'avait pas été réhabilité. Et tant que le cahier de charge signé avec les populations directement impactées n'était pas pris en compte. Donc ça, c'est un cas typique. Je peux vous donner. Nous avons également eu la chance de suivre un grand projet minier qui est arrivé au terme de son exploitation. Au terme de son exploitation, mais les populations se plaignaient du fait que la qualité de l'eau n'était pas bonne. Ils se plaignaient qu'il y avait des risques d'éboulement, parce qu'une mine, ça creuse, ça laisse des gros trous. Et ces gros trous, à proximité du village, il y avait des risques d'éboulement et donc de destruction de tout un village. Et puis il y avait aussi des risques d'accident. D'ailleurs, il y a eu un accident dans la communauté où il y a une dame qui s'est fracturée la jambe parce que la passerelle qui était faite pour passer d'un côté à l'autre n'était pas de qualité. Et à ce moment-là, le ministère a dit il me faut un audit. Il me faut un audit pour être sûr qu'ils ont appliqué le plan de gestion, nous ne l'avons pas appliqué, et prendre des mesures correctives immédiatement pour réhabiliter les sites qui avaient été perturbés. Donc ça, effectivement, c'est le cas d'audit. Cela se produit. Si, justement, de par votre expérience et l'expérience de CM2E, nous pouvions soulever une interrogation en rapport avec les projets. C'est celle entendue de l'organisation d'un salon sur les impacts environnementaux. Qu'est-ce que vous visez à travers cette initiative? Alors, nous sommes conscients, nous savons que nous, on a un ministère en charge de l'environnement qui donc élabore des textes, des circulaires et autres dans le cadre de notre profession. Mais l'idée d'un salon, c'est pour qu'il y ait une synergie. D'abord, une synergie entre nos bureaux d'études, pour réfléchir sur ce qu'on peut apporter en plus. Parce que je vous prends un exemple qui aujourd'hui est une grosse préoccupation pour nous. Si aujourd'hui je mesure la qualité de l'air de Brazzaville, je ne suis pas capable d'avoir les normes congolaises en matière de qualité de l'air. Donc cette question de normes nous pose problème. Il faudrait que, autour de ça, du salon, que nous puissions discuter de ce que nous pensons faire pour améliorer le contexte dans lequel nous exerçons. Mais aussi, ce qu'on a derrière ce salon, c'est qu'entre nous collègues, qu'on essaie de voir comment, même si la loi le dit, comment nous pouvons nous assurer que les projets pour lesquels on a mené une étude d'impact, on a proposé un plan de gestion, être sûr qu'un cabinet, parce que si c'est moi qui ai mené l'étude, je ne peux pas être jugé parti, qu'un autre collègue soit au sein de cette entreprise, avec la cellule qui gère l'environnement,
pour s'assurer de la mise en application de ces différentes mesures. C'est vrai que les entreprises ont leur département QHSE, mais il est évident qu'il leur faut un appui de l'extérieur pour leur permettre d'être efficaces dans la mise en œuvre des différentes mesures. Parce que ce que l'on note, c'est que, bon, une fois qu'ils ont leur certificat de conformité, eh bien, les collègues qui travaillent dans ce sujet n'ont pas toujours la bonne lecture du plan de gestion environnementale et sociale. Et nous avons observé ça de nombreuses fois. Donc, vouloir faire cette table ronde, c'est que les différents bureaux d'études nous créent une synergie, que nous puissions appuyer le ministère, mais aussi ne pas nous regarder nous-mêmes ici au Congo. Que faisons-nous lorsqu'on a une étude d'impact, un projet au niveau régional? Quelle synergie créer avec les autres pays? Parce que nous, on a eu un exemple de ce genre, lorsqu'il a fallu mener une étude d'impact sur la fibre optique entre le Congo et la RCA. Et quand on regarde les législations, elles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Et là aussi, comment est-ce qu'on peut pousser au niveau communautaire d'avoir, là aussi, peut-être d'avoir un même aperçu, une même vue sur la nature des études d'impact qu'on doit mener. Parce qu'il est évident, lorsque vous avez la BAD ou la Banque mondiale qui vous demande de le faire, eh bien, je vous jure que ce n'est pas du gâteau. Parce que une fois que vous avez balayé le cadre juridique de votre pays, il faut balayer le cadre juridique de l'autre côté. Et ce n'est pas toujours évident d'avoir l'information. Et même la manière de réaliser les enquêtes publiques, eh bien, ce n'est pas toujours les mêmes d'un pays à un autre, etc. Donc, nous voulons... C'est encore une idée. On est en train d'y travailler. Mais de mettre en place justement ce cadre de concertation nationale et régionale autour des études d'impact environnemental. Alors, merci, Monsieur Joseph Tsika. Je rappelle que vous êtes le directeur général du cabinet CM2E, spécialisé dans le cadre des études d'impact. Vous étiez dans l'émission La Voix de l'environnement face à Raoul.